Culture Soccer. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast 100% canadien sur le soccer canadien de la part de Culture Soccer, bien évidemment. Un de vos hôtes, de vos animateurs, Adi Raphaël, ici avec vous. Et je suis rejoint, comme d'habitude, par Monsieur Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien? Salut Adi, ça va bien, merci. Et toi? Ouais, ça va. Écoute, on a un invité spécial aujourd'hui aussi. On commence à avoir des invités spéciaux à chaque semaine. Là. On commence à avoir un peu, de plus en plus, une plus grande réputation. Et on a envie de vous présenter aujourd'hui Omar Crème. Pour les gens qui ne connaissent pas Omar Crème, Omar Crème vient tout juste de signer avec les Wanderers à Halifax. Salut Omar, ça va bien aujourd'hui? Yes, ça va et vous? On va très bien, on va très bien. Merci. On est super content de te recevoir en fait. Merci. Ben, moi, ça fait plaisir de parler avec vous un peu là, de mon parcours, on va dire. Ouais, on va parler de plein de choses. Tu vas voir, il y a des choses que tu vas aimer, il y a d'autres que tu vas moins aimer. Non, je blague. Ça fait pas mal, je te rassure. Donc, on va commencer en premier. C'est sûr, pour les gens qui ne connaissent pas Omar Crème, qui es-tu? Parle un peu de toi, quel type de toi en tant que personne déjà, parce que tu es né au Maroc. Ça fait combien de temps que tu es par exemple à Montréal, parce que effectivement tu as étudié à Montréal, tu as fini tes études au Caraman de Montréal, à l'Université de Montréal, pardon, où tu as joué avec les Caravans de Montréal. Et parle-nous un peu de quel type de joueur tu es, quel est ton poste de prédilection par exemple. Ouais, c'est ça. Moi, je viens du Maroc. Je suis venu ici à l'âge de 7 ans. Je me suis établi à Montréal. J'étais dans le quartier Saint-Laurent, quartier multiculturel, etc. Donc, j'ai fait mon sport études à Saint-Ex, une école où il y a beaucoup d'athlètes, d'athlètes de différents sports. Donc, j'étais habitué à concilier un peu sport et études. Après, j'ai continué au collège Montmorency et jusqu'à l'Université de Montréal. Et à travers ça, je jouais avec plusieurs clubs. Je jouais avec les Braves d'Annecy, Salaberry, Monteuil. Je joue aussi dernièrement avec Blainville en semi-pro. Et c'est ça, comme joueur, moi je suis un gars, comment dire, je joue beaucoup avec je suis un 10, je peux jouer aussi sur les ailes, mais beaucoup plus en 10 ou en 8 parfois. C'est ça, je suis gaucher, petit gabarit, rapide, j'aime trouver les passes, on va dire, les passes décisives, j'aime plus passer que tirer. Sinon, je suis aussi un gars agressif, là, parfois ça concorde pas avec mon petit gaucher technique, donc je suis aussi un gars très agressif qui aime défendre. C'est à peu près ça. Parfait. Donc, ça, c'est déjà une chose très intéressante. Donc, un milieu créateur, en fait. Donc, entre un 8 à un 10. Donc, dépendamment de où on te place sur le terrain, bien évidemment. Et tu aimes plus créer que vraiment marquer ou tirer. Donc, tu vas toujours privilégier la passe au tir. C'est parfait. C'est parfait, Omar. Tu as parlé, bien évidemment, des clubs dans lesquels tu étais. C'est drôle parce que j'avais fait une entrevue dernièrement avec Diaïdine Abzi à Média Maghreb. Puis il avait vraiment de très bons mots pour toi. Il disait que tu étais la référence quand vous avez joué ensemble à Salaberry. Il a dit que, oui, Omar Crème, je joue avec lui. Puis tout le monde disait, Omar. Donc, bref, déjà, est-ce que tu es proche de Dia ou est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, je suppose? Ouais, quand même. Mais Dia, c'est comme un petit frère. Moi, je le vois. Je me rappelle, genre, U21 avec Salaberry. Et lui, il est venu pendant un match. Il y avait, je pense, 16 ou 17 ans dans le temps. Et directement, on a vu son talent. Moi, je l'ai directement repéré. On l'appelait Di Maria dans le temps. Il avait vraiment le même style de jeu, là. Il jouait à droite, comme il coupait avec sa gauche, il tirait. Mais même à 16-17 ans, on pouvait le voir qu'il avait un grand talent, un grand potentiel. Et il a pris un peu de maturité physique, donc il est devenu très, très impressionnant. Là, je l'ai suivi pendant la saison. C'est vraiment un grand talent, puis comme je te dis, c'est comme un petit frère pour moi. Là, on se parle souvent à travers les réseaux sociaux. Et dis-moi par rapport au Carabin, je sais qu'en 2018, vous aviez gagné le titre à Vancouver. En 2019, malheureusement, vous avez perdu à domicile contre l'UQTR. Comment c'était ces 2 dernières années? Est-ce que malgré tout, malgré la finale en 2019, c'était une bonne saison quand même? Ouais. Pour vrai, oui, parce qu'il faut quand même voir un peu d'où on est venu. Moi, j'ai commencé avec les Carabins en 2016. En 2016, je pense que c'était la pire année de l'histoire des Carabins. Donc, on est arrivé, on a fini 4e, on était proche de ne pas faire les séries. Après, on va en 2017, on perd en finale du championnat canadien contre Cap-Breton. Et là, on arrive en 2018, on gagne. En 2019, on perd, c'est vrai. C'était pas le meilleur feeling là après. Mais quand on prend du recul un peu, là, puis on voit ça, on a quand même fait 3 ans de suite, 3 finales de suite. Il n'y a pas beaucoup d'équipes
au Canada qui l'ont fait, là. Fait avec du recul, c'est quand même positif, même si on a perdu, là. C'était pas facile sur le moment. Et je sais que justement en 2017-2018, tu avais été nommé l'athlète par excellence des Carabins, tous sports confondus. Ouais. Comment tu avais vécu ça à ce moment-là? Pour vrai, ça, c'était quand même malade, là, comme sensation, parce que les Carabins, je sais pas, il y a une vingtaine de sports, et il y a le football qui est très présent, et tu arrives là, puis tu gagnes le meilleur athlète de tout le Carabin. Ça veut dire que tu es l'athlète par excellence de l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, c'est 50-60 000 étudiants, fait que tu te dis, ouais, c'est quand même impressionnant là, de l'avoir gagné. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais ouais, c'était vraiment spécial. Ok, on t'a pas, comme, je sais pas, pendant la saison, on t'a pas sous-entendu que t'étais bien plébiscité par rapport à ça ou Non, que- même pas, parce que cette saison-là, j'avais gagné joueur par excellence au Québec de soccer pour le RSEQ. J'étais aussi nominé au niveau canadien, mais arrivé au gala, j'avais aucune idée que j'allais gagner. Il n'y a même pas de nomination. Fait que c'est arrivé genre sur le gala, ils m'ont dit, j'étais vraiment surpris, là. Et par rapport au sport universitaire, tu sais qu'en 2019, la Canadian Premier League avait changé les règles de draft. Donc, comme toi, si j'avais bien compris, tu n'étais plus éligible pour le draft. Toi, comment tu l'as su? Comment tu avais vécu ça à ce moment-là? Pour être honnête, je l'avais un peu su avant, puis je connais pas trop les règles, mais je pense que je pouvais quand même faire partie du draft pour 2019 parce que j'étais à ma 4e année, puis moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que les gars de 5e année sont pas admissibles. Donc, moi, j'étais admissible, mais j'avais déjà eu comme des petits contacts avec Halifax avant, donc je voulais pas prendre la chance d'aller au draft puis de me faire draft pour une équipe alors que j'avais pas de contrat avec cette équipe-là. Et je voulais pas vraiment être on va dire, dans ce entre-deux-là. Fait que j'ai pris la décision de juste me retirer puis peut-être négocier moi-même directement avec les équipes à travers mes agents, là, bien sûr. D'accord. Et comme justement par rapport à ton nombre d'années, c'est que toi actuellement, t'es à ta dernière année t'es dans un deuxième cycle actuellement? Non, même pas. Moi, je suis à ma 7e session dans le fond. Mon bac, c'est un bac en droit qui se fait en 6 sessions. Moi, j'ai comme pris une session de plus pour justement pouvoir jouer le championnat canadien à la maison. Donc, je suis dans un bac, mais je l'ai fini en 3,5 au lieu de 3. Puis, je suis à ma 4e année dans le fond, là. Ok, je comprends, ouais. Donc, moi, ce que j'avais compris, c'était que l'affaire des 5 ans, je l'avais entendu, mais que c'était parce que dans le Canada anglais, les études, ils ont un an de plus. Donc, c'est ce que j'avais cru comprendre de pourquoi ils disaient 5e année, mais que les finissants en tant que tels n'étaient pas éligibles. C'est ça Donc, que en j'ai tout cas, entendu Ok. aussi. Moi ouais. aussi, j'ai entendu que c'était ceux qui étaient en dernière année qui n'étaient pas éligibles. Mais bon, Ok. on peut se tromper. En tout cas, Ouais. c'est assez flou les règles Mais, de la mais KPL des c'est fois, là. exactement ça, parce que même pour nous, c'est un peu dur de se trouver dans tout ça, là, parce qu'on n'a pas comme un truc clair à suivre là, pour le draft, etc. Fait que il y a quand même un flou, même les joueurs sont dans un flou. Fait que, mais Est-ce que c'est vous en normal aussi, parliez? c'est les premières années, là. Ouais, est-ce que vous en parliez, vous, entre vous, les joueurs? Parce que, tu sais, il y a eu la première année, il y avait un de vos coéquipiers qui avait été drafté. Là, c'était la deuxième année. Est-ce que vous en jasez dans les vestiaires? Est-ce que vous avez, comme c'est la ligue en plus, c'était à Montréal, fait que Ouais. le draft se faisait à Montréal. Est-ce que vous en jasez dans les vestiaires ou, Non, non, c'est sûr, on en jase, mais on essaie de pas trop en jaser, là, parce que quand même, le but de l'université, on va dire, de soccer universitaire, c'est comme d'aller à l'école puis de gagner au niveau universitaire. Fait qu'on veut pas trop comme penser à nous-mêmes, fait qu'on en parle un peu, mais pas beaucoup. Ok, parfait. On change de sujet un peu parce que tu as parlé, on a dit comme quoi tu es né au Maroc et que tu es venu ici à l'âge de 7 ans. Pour nos auditeurs qui sont pas au courant, tu as maintenant 24 ans. Yes. Et tu es d'origine marocaine, donc bien évidemment, mais tu es aussi canadien. Si jamais à un moment donné, Omar Crème, il est appelé par Canada Soccer et par la Fédération internationale du Maroc, c'est Fédération lequel que tu royale? choisis? Fédération royale. Royal, pardon, excusez-moi. Donc, laquelle tu choisis? Est-ce que tu as pensé à ça un peu dans tes rêves les plus fous? Honnêtement, j'y ai pas pensé. Mais disons, on va dire, moi, je me retrouve vraiment dans les deux pays. Fait que je dirais, moi, la première équipe, si à jamais j'ai ce luxe-là, on va dire, la première équipe qui va se manifester, je vais aller avec elle. Parce que moi, tu sais, je suis quand même attaché au Maroc dans le sens que j'ai ma petite famille au Canada, mais le reste de ma famille, il est au Maroc. Puis j'ai quand même vécu mon enfance là-bas. Puis le Canada, il m'a quand même permis d'aller à l'école, de m'intégrer, d'étudier, etc. Fait que moi, je me rejoins dans les deux pays. Puis le premier qui va venir, on va dire le premier qui va venir, je vais opter pour lui, là. En tout cas, on te le souhaite parce que c'est sûr qu'on te souhaite en fait d'être appelé par un des deux et peut-être même les deux, même si la décision sera sûrement très difficile, bien évidemment là, Ouais, vu c'est que ça. t'aimes les deux. Parfait. Non, c'est juste on pose cette question-là aux joueurs binationaux parce que
des fois, moi, je me pose la question. Moi, je suis libanais, donc d'origine. Donc, moi aussi, je me dis des fois, j'adore les deux pays. Je me sens autant québécois que libanais. Donc, à un moment donné, si jamais j'avais un choix cornélien comme ça à faire, je me pose souvent la question de ce que j'aurais fait. Mais c'est ça, c'est pour ça. Mais c'est un gros débat au Maroc. Je ne sais pas si vous avez su un peu aux Pays-Bas, là, avec Hakim Ziyech, etc. Ça a fait des grosses polémiques parce que les gars, ils choisissent, on va dire, le Pays-Bas, puis la communauté marocaine est vraiment fâchée parce qu'ils n'ont pas choisi le Maroc, etc. Fait que ça fait vraiment des grosses polémiques au Maroc parce que le 90% même des joueurs à la sélection marocaine, c'est des binationaux. Donc, c'est un peu compliqué. Là. Ouais, c'est partout comme ça. En Algérie aussi, c'est un peu la même chose. Dans les pays africains aussi, c'est à peu près la même chose. Donc, bref, c'est toujours beaucoup de joueurs qui ont ce genre de décision-là qui peuvent beaucoup infecter. Ouais. Je le sais aussi dans d'autres sports. Hein. C'est pas juste dans le foot. Dans d'autres sports aussi, il y a des polémiques de ce côté-là. Mais bon, en tout cas, à la fin, c'est un choix personnel, je trouve. Donc, voilà. Exact. Et revenons à maintenant le moment qui est marquant de 2019, c'était ta signature chez les Wanderers qui a été annoncée avec ton confrère Aboubakar Sissoko qui était avec toi chez les Carabins aussi. Comment s'est fait le contact avec toi et le club? Est-ce que c'est passé par l'agent? Est-ce que c'est, comme tu avais dit qu'il y avait des contacts depuis plusieurs mois? Comment ça a commencé? En fait, c'est ça. Moi, en 2018, l'année passée, j'étais comme admissible au draft, puis à la fin, on m'a comme enlevé du draft pour des raisons, on va dire, administratives, etc. Je voulais aussi compléter mon bac, fait que j'avais déjà eu des contacts avec certaines équipes, et je me suis dit, bon, l'année prochaine, qui veut dire cette année, en 2019, je vais voir ce que ça va donner la CPL. Puis juste avant la fin de la saison, là, j'ai eu des contacts de la part d'Halifax, ils étaient intéressés. Donc, j'ai parlé un peu avec les gens là-bas, c'était avant la fin de la saison, je pense que c'est en mi-octobre. Et à partir de là, moi, j'ai contacté les agents, là, Obélisque, avec Jono, que je connaissais bien. Il a fait le bac en droit avec moi. Là. Fait que je l'ai appelé, puis je lui ai dit, écoute, il y a de l'intérêt de la part d'Halifax, fait que tu peux voir de ce côté ce qui va arriver. Lui, il a fait les démarches, puis on est quand même arrivé à une entente assez rapidement là, avec le coach. Fait que c'était vraiment positif pour moi. Là. Parfait. Et puis, bon, tu signes maintenant à Halifax. Je ne sais pas si tu as déjà visité Halifax, la ville, ou ce serait, si c'est la première fois que tu vas aller visiter ça. Non, c'est la première fois. Ce sera la première fois. Ouais. Est-ce que tu connais certains de tes coéquipiers, de tes prochains coéquipiers? Est-ce que tu as contacté certaines personnes que tu sais qui étaient là à partir de je sais pas, de connaissances? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs qui étaient à l'académie, par exemple, de l'Impact. On avait certains aussi qui étaient chez les Carabins, si je me trompe pas. Mais aussi, au cas où, en tout cas, si jamais tu connais personne, tu peux toujours écouter CS à l'érable la semaine passée. On avait interviewé. Je vais l'écouter. C'est ça. Mais non, mais en tous les cas, est-ce que tu as contacté quelqu'un? Non, pas vraiment. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de Québécois, mais c'est des gens que, tu sais, le monde du soccer au Québec, c'est quand même petit, là, fait qu'on connaît quand même je connais quand même beaucoup de personnes, mais de loin. Je veux dire, Chris Novich, lui, je le connaissais, j'avais déjà, je pense, pratiqué avec lui 1 ou 2 fois, avec les Carabins, quand il venait juste pour rester en forme pendant l'hiver. Sinon, je me rappelle qu'il y avait Shakib, je connaissais un peu, Bonache, que j'ai déjà joué contre lui, il était avec Lucam, mais je pense que les deux derniers ne reviennent pas. Donc, à part ça, je sais que Reggie vient de... Je ne le connais pas trop, mais je connais beaucoup de personnes qui le connaissent, qui m'ont bien parlé de lui. Donc, c'est ça, il y a quand même beaucoup de Québécois, mais je n'ai pas vraiment parlé avec quelqu'un. À part Abou, là, qu'on est amis depuis 4 ans, j'ai rien parlé. D'accord, parfait. Et puis, c'est ça, donc là, maintenant, tu vas un peu dans une nouvelle ville qui est Halifax. À quoi tu t'attends déjà? Est-ce que déjà, je sais pas maintenant, ici, est-ce que tu vis seul? Est-ce que ce sera ta première expérience comme à vivre seul dans une nouvelle ville complètement éloignée de tout le monde? Ou bien est-ce que t'as déjà ce genre d'expérience-là? J'ai déjà eu ce genre d'expérience, mais c'était vraiment court. Je dirais que c'était 2-3 semaines, peut-être 1 mois. C'était en Suède à 18-19 ans. Je suis parti faire des essais là-bas. Mais à part ça, j'ai vraiment pas eu l'opportunité. Là, j'habite ici avec ma famille à Montréal, à l'Université de Montréal, je suis à Laval. Donc, j'ai jamais vraiment eu cette expérience-là. Mais je pense que je vais être avec Abou, là, on va être ensemble. Fait qu'au moins, on va construire ça à 2, on va dire. D'accord. Ouais. Et par rapport à justement à Abou, les Carabins et tout, vous, tu sais, j'ai vu que t'as dû t'étudier en droit et tout. Est-ce qu'initialement, toi, tu pensais plutôt à tes études ou est-ce que tu avais encore l'espoir d'une carrière professionnelle quand tu es rentré dans le soccer universitaire?
Honnêtement, c'était toujours dans ma tête, mais on va dire que c'était pas concret. Moi, quand je suis rentré, la seule option pour moi, c'était la MLS. Mais faire le saut de l'université du RSEQ à la MLS, il n'y a personne qui l'a fait. Il y a juste Vandou qui l'a fait, mais Vandou, il n'est pas parti directement à la MLS. Il est parti avec les U23, je pense, de l'Impact, puis il a signé genre 2 ans après. Donc pour moi, c'était quelque part dans ma tête, mais je me disais, bon, je ne vais pas l'éliminer, je vais le garder dans ma tête. Une fois que la CPL est venue, là, c'est devenu vraiment concret. Je me disais, ouais, ça, c'est peut-être plus plausible de faire le saut directement. Mais ouais, mais je favorisais vraiment les études avant. C'est juste les 2 dernières années de j'ai su que la CPL allait être là que j'ai vraiment dit, c'est une vraie option. Tu vois. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as suivi la saison 2019 de la Ligue en général? En général, oui. Je ne regardais pas chaque semaine, mais je suivais quand même le classement, etc. Fait que je savais où les équipes se situaient un peu. Tu as suivi les Wanderers aussi? Ouais, c'est ça. J'ai vu. Ils ont quand même, je pense, fini 4e ou 5e la première saison, puis la deuxième saison. Ils ont eu une mauvaise fin de saison, je pense, puis ils ont fini dernier. Donc oui, tu as parlé un peu de Halifax et puis tu as dit comme quoi tu suivais le classement de Halifax plus durant la saison. Donc est-ce que tu avais déjà des contacts avant fin 2019 ou est-ce que les contacts datent depuis déjà l'année passée? Ouais, j'avais quand même des petits contacts avec Halifax depuis comme 2018. Puis même pendant l'été, j'ai eu quelques petits contacts, mais j'étais avec Blainville, donc c'était impossible d'aller avec eux. Fait que puis il y avait quand même des Québécois. Je suivais un peu les Québécois qui étaient là-bas. En général, je suivais beaucoup plus Halifax, mais sinon, je suivais en général la Ligue. Là. Mais comme je te dis, Halifax, je savais que s'il y avait une option CPL, ça serait en premier. Fait que je suivais un peu plus. D'accord, parfait. Puis là, on va passer à un autre sujet un peu plus montréalais, on va dire. Qu'est-ce que tu as pensé de l'arrivée de Thierry Henry chez l'Impact de Montréal? Est-ce que la possibilité de peut-être rencontrer l'Impact lors de la Voyageurs Cup, est-ce que ça devient un peu plus intéressant? C'est sûr qu'en tant que Montréalais, ça doit être intéressant de jouer contre l'Impact, mais est-ce que c'est quelque chose qui va t'intéresser encore plus? Ah, c'est sûr, à 100%, parce que juste le fait de jouer au Stade Saputo contre l'Impact, c'était quelque chose d'énorme. Puis je me rappelle même l'année passée avec Blainville, c'était un de nos premiers objectifs, parce que c'était possible pour nous de jouer contre l'Impact. Il fallait juste gagner York et Edmonton. Mm-hmm. Donc cette année, ça se rapproche encore plus parce qu'on joue contre Blainville, on fait juste battre Blainville, puis on se retrouve contre l'Impact. Donc c'est vraiment positif, plus Thierry Henry qui est là, c'est comme un rêve. Ça. On joue avec lui sur FIFA, etc. Puis là, tu te retrouves à jouer contre lui comme coach. C'est quand même impressionnant. En plus, tu vas rejouer contre Blainville alors aussi. Là. Ouais, exact. Ça, c'est un autre dossier. Non, c'est quand même fou parce que l'année passée, on était plus les underdogs, on va dire. On jouait contre York, puis on se motivait, etc. Cette année, je suis de l'autre côté. Eux, ils se voient comme les underdogs, puis ils vont y aller à fond pour essayer de créer la surprise. Donc, c'est un peu spécial. Là. Puis, je connais tout le monde qui est là-bas. La plupart des gars sont restés, fait que ça va être vraiment spécial comme match. Ouais, j'avoue que ça va être une grosse différence. J'aimerais juste ajouter une petite chose par rapport à cette question-là aussi. Donc, on a parlé un peu de Thierry Henry. Et est-ce que si jamais tu marques un but de la main et que l'arbitre ne monte pas, tu vas lui donner un clin d'œil ou... Une chance qu'il n'y a pas la VAR, je pense. Encore. Ouais, on ne sait pas s'il y aura la VAR. En date d'aujourd'hui, dans la Voyageurs Cup, il n'y a pas la VAR, donc on verra. Ok, s'il n'y a pas la VAR, j'allais saluer. Ok, ouais. Juste avant le match, ils vont la sortir. Dis-moi, Omar, toi, c'est quoi actuellement tes objectifs à court terme, long terme? C'est 2020 qui s'en vient dans quelques jours. Parle-nous un peu de tes objectifs. Mais c'est ça, moi, côté soccer, c'est vraiment juste ça va être cliché, là, mais c'est vraiment juste d'être prêt pour le début de la saison. Parce que je veux pas penser trop loin, puis j'ai toujours été comme ça dans ma vie. Là, je pensais pas trop loin. Je pensais jamais à des prix, on va dire, ou des trucs comme ça. Fait que moi, c'est vraiment juste penser avoir une bonne saison à Halifax, puis un bon championnat canadien aussi. Et après ça, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais vraiment, c'est juste performance. D'accord. Donc, est-ce que tu as déjà parlé, bien évidemment, je suppose que tu as déjà parlé à ton entraîneur. Est-ce qu'il y a certaines... c'est sûr, tu as dû peut-être demander, voir quel genre de garantie il peut te donner. Est-ce que tu as certaines garanties par rapport à un certain temps de jeu ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, je l'ai parlé, puis il semblait quand même intéressé. Ouais. Moi, comme je t'ai dit, c'est eux qui ont fait l'approche, donc ça, c'est quand même positif pour moi. Mais après, déjà, comme personne, je ne suis pas ce genre de personne-là qui demande des garanties, etc. Moi, je vais arriver là-bas, puis je vais essayer d'être le plus près possible pour gagner mon temps de jeu.
Parfait, ben excellent. Ben écoute, là on a appris maintenant un peu Omar Crème, qui est le footballeur Omar Crème, mais là on veut t'apprendre un peu plus, on va apprendre à te connaître un peu plus en tant qu'homme. Donc on va faire un quiz, mais un blitz. Donc je sais pas si tu connais un peu le concept. Je vais te donner des choix de réponse et je vais te poser une question avec 2 choix, puis tu vas devoir choisir un des 2. D'accord? T'es prêt? Good. Yes. Parfait. En premier, bien évidemment, vu qu'on est tous des fans de foot, toi tu es un joueur, la première question qu'on pose de nos jours dans les années 2000, depuis le début des années 2000, la moitié des années 2000, c'est la question normale, Messi ou Ronaldo? Messi, sans hésitation. Parfait. Liga ou Premier League? Première ligue. Parfait. Plat du pied ou extérieur? Extérieur. Parfait. Thé ou café? Thé, mais dernièrement plus café. C'est mauvais ça. Bowling ou bien fléchette? Bowling. Parfait. Cheveux blonds, cheveux bruns? Brun classique. Parfait. Est-ce que tu préfères te faire livrer ou tu préfères cuisiner? Livré. OK. Ton plat favori? Couscous. Ah ben ok, cool. Ben parfait, donc j'hésitais de voir si tu allais me dire couscous ou poutine, mais bon, on sait où ton cœur... J'essaie de réduire la poutine, j'essaie de la réduire. Ben je comprends, ben c'est tout en fait, c'est juste un peu pour détendre l'atmosphère. Ben écoute Omar, ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir reçu ici à cet épisode de CS à l'érable. J'aimerais juste remercier en premier Nicolas Amartino qui a fait les contacts entre nous, de Obélisque bien évidemment, qui est la firme, l'agence avec qui tu fais affaire. Donc, j'aimerais juste le remercier. Merci aussi. Je suis très content d'avoir fait ta connaissance, Omar. Merci à vous. Moi, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Omar. Et je te souhaite, si on n'a pas l'occasion de se reparler, je te souhaite bonne chance pour la saison 2020 et qu'on pourra te voir au stade de Blainville et peut-être au stade Saputo. Yes, c'est ça le but. C'est ça le but. Et donc, j'espère que tu auras temps de te préparer pour la saison et que tu prendras du plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. On va prendre une toute petite pause et on revient tout de suite avec le reste de notre épisode. Nous sommes maintenant de retour à CS à l'érable. Donc, pour cette deuxième partie, on va vous présenter l'actualité dans le monde du soccer canadien. Il s'en passe des choses, Hadi. Il s'en passe des choses. On s'ennuie pas. Non, on s'ennuie jamais ici au Canada, à part quand il fait froid. Je m'abstiendrai de commentaires. Donc, pour commencer, il y a les nouvelles viennent de l'Ouest. Il y a les Victoria Highlanders qui jouent en USL League 2, qui est la 4e division américaine, qui a fait un communiqué la semaine passée pour indiquer qu'en 2020, l'équipe ne va pas jouer dans la USL League 2. Les raisons évoquées, c'est que en raison de sanctioning, là, comme le fait d'avoir le droit de jouer dans les divisions américaines qu'il faut faire auprès de la CONCACAF et tout, comme l'avait exprimé le Fury d'Ottawa l'année passée, eh bien, comme c'est toujours une année à la fois, leur avenir allait être incertain à cet effet-là. Ils ont décidé plutôt de venir encourager le soccer canadien et de jouer dans une ligue qui s'appelle la Pacific Coast Soccer League. Et c'est une ligue qui est amateur en Colombie-Britannique. Initialement, leur équipe réserve jouait là-dedans, en partenariat avec l'université. Et là, ils ont décidé d'enlever l'équipe réserve et de garder leur équipe première dans cette ligue-là. Oui, je veux juste préciser, c'est la Pacific Coast Soccer League. Ouais, okay? Donc, et puis, les Highlanders faisaient partie de la USL League 2. Donc, ils ont décidé de ne plus être avec la USL League 2 l'année prochaine. Exactement, merci de la précision. Les Victoria Highlanders, pour l'info, il y a eu quand même plusieurs joueurs de la Canadian Premier League qui sont passés par là. Et donc, leur objectif, ils ont dit qu'avec le changement dans le paysage du soccer canadien, notamment une deuxième division éventuelle et potentiellement une 3e division en Colombie-Britannique, ils veulent se préparer pour ça et avoir que des activités au Canada.
Moi, je voulais savoir, Hadi, qu'est-ce que tu en pensais? Ben, je suis content. On sent que ça fait un peu Edmontonesque. On va dire ça comme ça. Ça fait un peu comme Edmonton qui est après que bon, c'est un peu différent parce que la NASL n'existait plus, mais ils avaient arrêté, ils avaient cessé leurs activités. Puis dès que la CanPL est venue, ben ils en ont profité pour de nouveau re-rentrer là. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour le soccer canadien d'arrêter d'être exploité, excusez-moi pour le terme, mais des fois, les clubs canadiens sont un peu exploités par les ligues un peu américaines où ils ont un peu trop de sanctions pour un peu vraiment développer leur club. Et je pense que ça va être une bonne chose. Ça va être une bonne chose pour les Victoria Highlanders et pour le soccer canadien. Après, il faut voir. Il faut juste pas que ce soit une nouvelle décision un peu n'importe comment, comme Oseg d'Ottawa, qui a complètement qui s'est fâché de tout le monde et qui est parti. Ça a l'air qu'avec les Highlanders, c'est beaucoup plus conciliant en disant, ben, on est d'accord, on va encourager, on va revenir là. Je sais pas, j'espère qu'il y a quelque chose qui se trame. Il y a beaucoup de rumeurs par rapport à ça. Je vais te laisser lancer la plus grosse rumeur et je pense qu'il va nous faire plaisir à tous les deux. Mais il y a plusieurs rumeurs qui parlent de l'avenir de ce club-là. Pas seulement ce club-là, mais bien d'autres. Donc, je te laisse lancer la rumeur, Daniel, par rapport à ce qui pourrait se passer pour les Highlanders et d'autres clubs canadiens. Eh bien oui, encore dans la côte ouest, il y a le journaliste Simon Fudge, qui est à Vancouver, mais natif de Regina, en Saskatchewan, qui a balancé une info il a mentionné que des clubs canadiens, plusieurs clubs canadiens, notamment les Victoria Highlanders et d'autres que je nommerai, sont en train de réfléchir à la création d'une deuxième division au Canada. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, les Victoria Highlanders, dans leur communiqué, ont parlé de deuxième division. Et on sait tous que actuellement, il n'y a pas de deuxième division au Canada. Et selon Simon Fudge, il y aurait les Victoria Highlanders, il y aurait TSS Rovers qui jouent eux aussi dans la USL League 2 et qui sont en banlieue de Vancouver, qui jouent à Burnaby. Il y a les Calgary Foothills qui jouent aussi dans la USL League 2, qui sont, d'ailleurs, pour l'anecdote, les Calgary Foothills, comme ils sont éloignés géographiquement des villes américaines contre lesquelles elles jouent, payent une partie des déplacements de leurs adversaires. Okay. Et il y aurait un groupe à Edmonton et il y aurait aussi un groupe en Saskatchewan. Il y a eu l'année passée les Saskatchewan Soccer Summer Series. Donc, il y aurait une volonté peut-être d'avoir une équipe en Division 2 et un groupe à Kelowna en Colombie-Britannique. Ça serait ça les rumeurs. Là, actuellement, on ne sait pas si, par exemple, les réserves des clubs MLS pourraient aller là-dedans. D'autres clubs de USL League 2 comme le WSC Winnipeg ou le Thunder Bay Chill. Peut-être il y aurait des équipes de PLSQ, de Ligue 1 Ontario, des équipes dans l'Est, dans les Maritimes. Donc, pour l'instant, ça semble assez spéculatif. J'ai hâte d'en savoir davantage. J'espère que c'est, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, ce que j'en comprends de ça, c'est qu'il y a peut-être une possibilité, une volonté plutôt, de vouloir tester un peu le marché professionnel sans payer les 9 millions qu'on entend parler dans la CPL en première division. Surtout quand on n'est pas sûr que notre marché a les moyens financiers, corporatifs, avec le nombre de fans d'être rentable. Donc, ça pourrait être une alternative, surtout pour les régions qui n'ont pas de troisième division, c'est-à-dire tout le Canada sauf le Québec et l'Ontario. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette Je pense qu'il y a division? beaucoup de choses. Je pense que ce serait extraordinaire pour des clubs, non seulement qui ont pas ça, ce que tu as dit, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est intéressant pour des clubs qui n'ont pas beaucoup de budget, d'être dans une équipe, dans une ligue un peu plus basse, mais capable d'être un peu, de tourner un peu au côté professionnel et de toucher un peu le monde pro. Et tu as parlé un peu des équipes de la PLSQ, mais il y a aussi des équipes de Ligue 1 Ontario, comme tu l'as dit, qui ont de gros budgets. On a pensé aux Oakville Blue Devils, qui avait signé Stephen Caldwell en tant que président, par exemple, et qui signait des joueurs un peu plus importants. Je pense que c'est des équipes qui commencent à penser à, peut-être ils veulent pas faire le gros saut pour arriver en CanPL, mais venir en Division 2, commencer en Division 2, ce serait quelque chose de très intéressant. Une autre chose aussi qui est très intéressante et dont parle notre ami Monsieur Fudge,
il parle aussi de une possibilité pour les réserves de la MLS de rejoindre aussi cette division 2. Donc des réserves des Whitecaps de Vancouver, la réserve de Toronto FC, une 5e réserve, Ouais. ou bien la réserve de l'Impact de Montréal. Ça peut être quelque chose de très intéressant parce que ce sera un monde pro. Ce sera un monde pro et non pas un monde semi-pro comme la PLSQ. La grosse différence entre un monde pro et un monde semi-pro, pour ceux qui savent pas, c'est qu'un monde semi-pro, c'est pas du 24 heures, c'est pas du 7 jours semaine, c'est pas du 5 jours semaine, c'est des entraînements 2 à 3 fois par semaine ou parfois 4 fois par semaine. Quand tu arrives au monde pro, ben, tu as plusieurs entraînements, c'est des joueurs qui sont payés, c'est leur métier de jouer, d'être footballeur professionnel. Donc ça peut être quelque chose de très, très, très intéressant. Après, il faut qu'en premier, avant de trop s'étendre et avant de devenir un peu trop gros, ce conglomérat du soccer canadien, il faudrait en premier solidifier un peu plus la CNPL et la Division 1. Moi, j'aimerais que ce projet-là arrive à terme, sauf que j'espère que ce ne sera pas au détriment de la solidité de cette première division en premier. Eh bien, je suis d'accord avec toi, il faut solidifier la division 1, mais en même temps, si on veut vraiment faire une pyramide, Oui. la pyramide, le sommet ne tient pas sans étages inférieurs. Oui, mais les Donc, étages inférieurs, c'est la division 1. Tu commences par la fondation. Tu as ta division 1, je comprends que c'est une pyramide pour toi, mais sauf que dans le cas du soccer et d'une ligue professionnelle de soccer, il faut commencer par le meilleur, la crème de la crème. Tu commences pas par ceux qui sont moins bons. Tu commences par les meilleurs. C'est les meilleurs. Tu fais en sorte que les meilleurs attirent, que financièrement ça marche, que les sponsors suivent, qu'il y ait une solidité financière, une stabilité financière. Puis c'est après que tu te dis, OK, là, maintenant qu'on est stable, là, on vient et on ajoute les un peu moins bons, ils seront là, ils seront toujours aussi bons, mais les un peu moins bons, ils sont là, mais tu as quelque chose de solide au-dessus. Parce que si jamais tu as quelque chose de chancelant au début, puis après tu mets quelque chose d'autre de chancelant, ben, ça peut faire un peu un effet domino ou un effet boule de neige, comme on dit au Québec, où tout le monde s'écroule. je vois ton point. Honnêtement, je sais pas comment dire quelle chronologie va être utilisée, puis ça dépend de plusieurs facteurs, notamment le plus important, le cash. Ouais, ben oui, Mais malheureusement. je pense que si une division 2 qui va peut-être être moins 3 ou 4 régions à travers le Canada, parce que Est-Ouest, je pense pas que c'est une bonne idée parce qu'il y a toujours les équipes qui sont pas loin de l'Est, qui sont entre les deux, qui sont pognées à faire des gros voyages. Moi, je suis plus un partisan de 3 ou 4 zones, comme Est, Centre, Ouest ou 4 comme Est-Centre, Ouest-Centre, puis Ouest, par exemple. Donc, ce sera à eux de voir. Mais normalement, en deuxième division, il est supposé avoir plus d'équipes qu'en première. Si, comme il y aurait plus d'équipes qui auraient les moyens de jouer là-dedans et on pourrait répartir géographiquement parce que le but, c'est de diminuer les dépenses. Si pour être en deuxième division et de voyager de Vancouver à Moncton, ben, c'est pas plus intéressant que de jouer en première division, finalement. Hein. Exactement. Donc, les coûts pourraient être très élevés. Donc, voilà pour cette petite nouvelle-là. C'est quand même intéressant et on trouvait que, bah, surtout Daniel, il trouvait que c'était quelque chose de très intéressant à mentionner et je suis complètement d'accord avec lui. Mais on va passer à la prochaine grosse nouvelle qui est venue. Bah, c'est le format, le fameux format du championnat canadien, la Voyageurs Cup pour les puristes. Un nouveau format qui fait jaser, hein, qui a fait jaser surtout les supporters de l'Impact de Montréal. Mais il a fait jaser un peu partout parce que il est surprenant ce format-là. Donc pour les gens qui n'ont pas vu exactement ce qui s'est passé, c'est simple, ils ont divisé, Canada Soccer a divisé le format en mettant d'un côté les clubs de l'Est et de l'autre côté les clubs de l'Ouest. Ce qui fait que, vu que maintenant, il y a 8 équipes qui vont commencer le championnat, 8 équipes qui vont commencer le championnat, puis après 4 autres qui vont s'ajouter, donc on a 12 équipes canadiennes, tandis qu'avant, on en avait 13 avec Ottawa qui est plus là. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il va y avoir les clubs de l'Est, il va y avoir Halifax qui va jouer contre Blainville. On en a parlé un peu auparavant avec Omar Crème. De l'autre côté, on aura Master Football Academy, donc le champion de la Ligue 1 Ontario, qui va jouer contre York 9 FC. Le gagnant de chacun de ces confrontations-là
que ce soit Halifax ou Blainville va jouer contre l'Impact de Montréal, ou que ce soit Master Football Academy et York 9 FC vont jouer contre le Toronto FC. Le gagnant de ces deux duels-là vont jouer l'un contre l'autre. Donc, il y a de grandes chances de voir l'Impact de Montréal jouer contre Toronto en demi-finale et de se retrouver en finale. Tandis que de l'autre côté, on a Edmonton Pacific FC qui joue l'un contre l'autre, puis Valor FC, Forge FC qui joue un contre l'autre. Le gagnant d'Edmonton Pacific FC va rencontrer les Whitecaps de Vancouver. Le gagnant de Valor contre Forge va rencontrer le Cavalry FC. Et bien évidemment, le gagnant de ces deux confrontations-là vont se retrouver en demi-finale. Et puis après, bien évidemment, la finale qui se jouera au mois de septembre. T'en penses quoi de ce nouveau format? Je sais qu'on est tous les deux pas très d'accord sur ce qu'on a à dire, mais commençons. Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, initialement, quand je l'ai vu, je trouvais ça intéressant. Jusqu'à ce que j'ai lu un peu des avis différents, là, notamment des fans de Hamilton, des fans de l'Impact. Ça m'a fait réfléchir un peu sur le manque de... je veux dire, on s'entend que ça se voit que ça n'a pas été pigé, là. Il n'y a pas eu de tirage au sort. Non. Et je comprends la volonté de faire en sorte que les clubs semi-pro aient pas à se taper des gros déplacements. Mais au final, ça aurait pu être fait en sorte qu'après les tours des matchs des clubs semi-pro, eh bien, on fasse un tirage au sort à ce moment-là pour laisser des chances à tout le monde. Concernant le bail, c'est là qu'on s'entend qu'actuellement le format est fait pour que il y ait soit des derbies, soit des rivalités. Comme tu sais, par exemple, les derbies avec peut-être Blainville contre l'Impact, les deux clubs du GTA qui s'affrontent, York 9 avec Master Football Academy, et après ça, qui pourra encore affronter Toronto. Potentiellement Toronto-Montréal en demi, c'est une rivalité. Potentiellement Hamilton et Cavalry encore, c'est une rivalité. Peut-être Whitecaps, Cavalry, ils ont joué l'année passée ensemble. Fait que tout est calculé, mais ça en perd un peu de de la beauté du sport, de la magie de la coupe, de tout ça. Peut-être je parle comme un puriste. Sinon, je pense qu'il y avait moyen de faire ça différemment. Pour le fait que l'Impact n'a pas eu un bail jusqu'en demi. D'ailleurs, je sais pas si tu étais au courant, juste avant il y a eu une annonce aujourd'hui que l'Impact a fait une plainte à la CSA, la Canadian Soccer Association, pour qu'ils changent la formule et qu'ils auraient dû avoir une place en demi-finale. Avec le format actuel, je pense pas qu'ils auraient dû, mais je comprends la frustration parce que Toronto l'a eu l'année passée. Là, Ottawa est pas là cette année, donc le nombre d'équipes fitait vraiment bien comme ça. C'est juste un peu frustrant que oui, ils pourraient se taper Toronto dès les demi-finales, donc moins de possibilités de faire tourner l'effectif, moins de, il y en a des deux qui aura moins de matchs, fait que moins de possibilités de faire de l'argent avec la billetterie. C'est tous des éléments qui sont un peu dommages. Mais c'est ça avec puis là Hamilton aussi qui doit se taper des gros voyages au lieu de peut-être se taper qui aurait pu avoir des derbies avec Toronto ou le club ontarien en semi-pro. Donc beaucoup d'interrogations, mais chaque année on dit que c'est temporaire parce qu'on espère plus de clubs semi-pro qui intègrent, plus de clubs pro aussi en Canadian Premier League. Que j'attends de voir, mais je comprends qu'il y a eu du mécontentement. Et toi, qu'est-ce que tu aurais proposé? Ben écoute, très sincèrement, il y a plusieurs choses. En premier, juste pour mettre le côté de l'Impact de Montréal un peu de côté, je comprends que c'était difficile qu'il soit pas en demi-finale. C'est juste qu'il devait avoir une certaine façon pour que l'Impact soit quelque part privilégié. Peut-être pas de la même façon, mais il est supposé avoir pourquoi Toronto a été privilégié l'année passée et l'Impact n'est pas privilégié cette année. Et je parle très objectivement, d'accord? C'est pas normal que tu encourages et que tu privilégies une équipe une année parce que c'est le champion, puis l'année suivante, tu le privilégies pas non plus. Les mondes vont me dire, oui, ils sont privilégiés parce ils vont jouer soit contre le dernier de la CNPL, qui était le dernier lors de la session d'automne, donc Halifax, soit il va jouer contre une équipe de la PLSQ lors du premier tour. Oui, mais juste après, ils vont jouer contre Toronto FC, qui est le grand rival de l'Impact de Montréal. Donc, il n'y a pas vraiment... Ou une autre équipe.
qui a été capable de la battre. Ou Donc, une équipe qui a été capable de la battre. Et on sait que, par exemple, York 9, c'est une bonne équipe de CanPL. Donc, bref, c'est pas vraiment... Ils n'ont pas été vraiment privilégiés, je trouve, l'impact de Montréal. Moi, je pense qu'il pourrait avoir autre chose. Ou bien, en fait, c'était l'occasion rêvée pour la Canadian Premier League de faire un tirage au sort pur et simple. Même si jamais on aurait eu un match au premier tour de Blainville contre Master Football Academy, ben écoute, c'est le tirage au sort. Plus personne n'a le droit de se plaindre. C'est tiré au sort en télévisé sur YouTube. Ça coûte rien de le faire sur YouTube. Cherchez une table, amenez 2 personnes, vos 2 amis là, Kurt Larson et Oliver Platt, mettez-les devant et puis faites un tirage au sort. Ça prendra 20 minutes. 1, vous êtes en train de montrer de la transparence. 2, vous êtes en train de faire jouer la dame chance. Puis 3, ben écoutez, je suis vraiment désolé. Si jamais à un moment donné, vous voulez Canada Soccer, vous voulez arriver à un système et qu'on vous prenne un peu plus au sérieux, ben je suis vraiment désolé. À un moment donné, si jamais il y a de longs déplacements, ben je suis désolé. Canada Soccer est là pour aider les clubs qui ont du mal à faire ces déplacements-là. Si jamais ils n'ont pas d'argent, ben trouvez de l'argent. Parce que si jamais vous avez une CanPL, si jamais vous voulez faire augmenter la CanPL, c'est maintenant le moment d'investir. Il est là le moment d'investir, Canada Soccer. Il n'est pas dans 10 ans quand la Ligue sera très bien parce que l'investissement va pas vous faire avancer aussi rapidement. Donc moi, j'aurais aimé un tirage au sort pur et dur en faisant fi des déplacements et en ayant une certaine aide de Canada Soccer ou bien un système de primes comme ce qui se passe à travers le monde au complet. Tu passes le premier tour, ben, tu as une prime. T'as une prime de, je sais pas moi, les déplacements plus une prime extra. C'est comme ça que ça marche, une coupe. Donc ça, c'est une chose qui me dérange. La deuxième chose qui me dérange, pourquoi Hamilton? Pourquoi le Forge qui va de l'autre côté? Mais tu es en train de dire que tu veux encourager l'Est et l'Ouest et tu veux encourager les derbies et ainsi de suite. Pourquoi Forge n'est pas à côté de York 9 et de Toronto et de Master Football? Moi, à ta place, je suis désolé, Halifax n'a pas de rivalité. Mais Halifax, de l'autre côté, dans tous les cas, il y a une équipe qui va devoir se déplacer, se taper plein de déplacements. Ben, donne-le à Halifax, parce qu'en tout cas, durant toute la saison, ils se tapent des déplacements de malades. Donc, se déplacer 3 fois de plus, je pense pas que ça va faire un gros trou dans le budget. Tandis que tu peux encourager un derby supplémentaire en Ontario où tu as 4 équipes ontariennes qui sont là. Donc, bref, des décisions très incompréhensibles et ça aurait pu très bien se régler avec un tirage au sort pur et simple. Ça, c'est mon avis. Écoute, moi, j'ai quelques petites remarques par rapport à ce que tu as dit. Faut pas oublier que c'est des matchs en milieu de semaine. Ouais. Donc, peut-être ça, c'est peut-être un problème à long terme parce que je sais qu'en Europe, il y a les coupes, il y a des matchs en milieu de semaine. Des fois, il y en a en semaine. Par exemple, en France, je sais que ça arrive souvent les week-ends, la Coupe de France. Donc, même des clubs qui jouent pas en France métropolitaine, qui jouent, par exemple, en Martinique, ils vont aller le week-end jouer contre un club en France métropolitaine. Donc, est-ce que ça pourrait être une solution mais là, le calendrier de la MLS est sorti aujourd'hui. Tu sais, il faut pas oublier que les clubs jouent dans plusieurs ligues. Actuellement, il y a 4 ligues représentées dans Ouais, mais je comprends, mais à ce moment-là, c'est là où Canada Soccer, c'est le rôle de Canada Soccer de faire tout ça. Tu as une fédération. On n'est pas en train de parler d'une fédération amateur là. Tu as une fédération professionnelle de soccer. C'est à eux de régler tout ça. Il faut trouver un moyen que ce soit équitable envers tout le monde. Parce que tant qu'ils n'ont pas fait un tirage au sort pur et dur, il va y avoir des gens qui vont se plaindre. Ouais. Et donc, deuxième... Arrêtez de donner des cartouches au monde pour qu'ils se plaignent. Arrêtez de leur donner des cartouches. Donnez-leur un format pur et dur avec quelque chose de télévisé, avec un tirage au sort très très simple. Ni quelqu'un qui est qualifié directement en quart de finale, ni quelqu'un qui est qualifié en demi-finale. Ok, donc tu aurais voulu carrément que tout le monde, les combien d'équipes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 12 équipes, mais tu ne peux pas faire rentrer tout le monde en même temps. Alors non, fais en sorte, oui, c'est vrai que ça marche pas trop, mais ok, ouais. Donc à ce moment-là, tu privilégies les 2 finalistes, puis tu privilégies les clubs de la MLS, bien évidemment, parce que c'est la grosse ligue en date d'aujourd'hui, puis tu privilégies le gagnant
de ta première saison historique de la KNPL, qui n'est pas Cavalry, mais qui est Forge FC. Ouais, mais ils ont voulu privilégier les Cavalry en raison de ces résultats de l'année passée. Stupide. Non, mais moi, je trouve pas que c'est approprié nécessairement, mais en même temps, c'est surtout que Forge va jouer des matchs de CONCACAF League, donc va avoir un calendrier plus chargé. Donc, c'est peut-être pas nécessairement la chose à faire, mais en tout cas. Au contraire, c'est ça. Ils vont avoir la CONCACAF League. Ça veut dire qu'ils vont avoir plus de matchs. Et là, tu leur ajoutes 2 matchs supplémentaires parce que tu n'es pas en train de leur donner le poste en quart de finale. Exactement, c'était pas la chose appropriée. C'est ça. Donc, tout mène en disant que c'est une décision stupide. Mais bon, bref. Et une autre chose par rapport à ça, c'est que à long terme, peut-être que quand il y aura plus de clubs amateurs, les clubs amateurs, c'est peut-être qu'il n'y aura pas de match aller-retour. Et là, qu'on pourrait favoriser le club amateur en faisant en sorte qu'il y ait un match seulement et que le club amateur reçoive. À part en finale, là, en finale, il devra faire aller-retour. Il y a plusieurs solutions qui vont être possibles à long terme. Ou plus simple, Daniel, ou beaucoup plus simple. On va faire beaucoup plus simple. Tu peux dire, OK, c'est quoi? On fait rentrer tous les clubs de la PLSQ, tous les clubs de la Ligue 1 Ontario, whatever. Tu fais rentrer, je sais pas combien de clubs. Les 3-4 premiers tours où c'est ces petits clubs-là qui sont en train de jouer, ils jouent un seul match, puis arrivé au 4e tour où les clubs professionnels commencent à rentrer en jeu, à ce moment-là, toutes ces petites équipes-là, vu qu'elles ont une prime à chaque tour, avec ces primes-là, ils sont capables de payer des déplacements pour les tours suivants. Donc, c'est comme ça que ça marche, une coupe. En tout cas, bref. C'est vrai. Et honnêtement, pour cette année, moi, je pense qu'il y avait moyen de faire autre chose, là, mais je comprends comme ton point de vue. Pour Blainville et Master Football, moi, je pense que ça aurait pu être fait différemment. Par exemple, faire un tirage. Moi, je suis pas pour ta solution de tirage universel, mais par exemple, Blainville, on aurait pu tirer entre Halifax, York et Forge comme adversaires potentiels. Pour Master Football, on aurait pu, par exemple, tirer Halifax, Forge, York et Winnipeg. Puis au moins, ils auront un match soit proche, soit en distance. L'année passée, c'était Van Azuri qui est allé jusqu'à Halifax. À Halifax, il faut que tu ailles en avion quand t'es en Ontario. Qu'aller à Halifax ou aller à Winnipeg, il y a plus grande différence. Là. Mais puis les autres, faire vraiment un tirage au sort pur pour les autres. En tout cas, maintenant on spécule pour cette année, c'est fait. Ouais, c'est ça, c'est fini, mais il faut quand même pouvoir analyser, nous, de notre point de vue, essayer d'être le plus objectif possible. On a été, je pense, objectif. Ceux qui pensent qu'on n'a pas été objectif, parlez-nous, discutez du sujet avec nous, donnez-nous votre avis par rapport à cette situation-là. Et puis, je pense qu'on a couvert un peu le tout. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose d'autre, Daniel. Je pense qu'on a couvert vraiment toute l'actualité de la semaine. Eh bien, effectivement. Regardez, au niveau des transferts, je vais juste vous annoncer que le Forge FC a prolongé beaucoup de joueurs. Elle a sorti une grosse liste et il y avait dedans Tristan Borge. Donc, à suivre pour les prochains mois, s'il va être transféré, c'est-à-dire que le Forge FC va Exactement. toucher. Ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'il va rester à 100% au Forge. Ça veut dire qu'ils voulaient pas dire à Forge, merci de m'avoir donné de la visibilité, mais maintenant, je m'en vais, puis tu reçois rien en retour. Donc, c'est un peu une manière de dire que si je m'en vais, au moins, tu vas recevoir des frais de transfert en retour. Ouais, de toute façon, ce que j'ai cru comprendre, c'est que pas mal tous les joueurs avaient des années d'options que le club pouvait lever. Donc, c'est normal que le club va les lever pour les joueurs qui ont une valeur marchande potentielle. Du côté d'Halifax, on a sorti aussi 16 joueurs qui ne reviendront pas. Donc, Halifax, de son côté, a déjà tous les joueurs qui étaient là en 2019, leur situation est réglée et a signé Alessandro Reggi. Donc, l'actualité transfert, on va toujours vous tenir au courant. Après le 1er janvier, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'actions. Oui, effectivement, ça va être fou. On vous tiendra au courant, bien évidemment. Et j'aimerais vous dire, et je pense que Daniel l'apprend tout de suite, mais malheureusement, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, vu qu'on sera dans la période des fêtes. On reviendra la semaine suivante. Donc, je suis vraiment désolé, Daniel, j'aurais dû te le dire à l'avance, mais il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. J'aimerais aussi dire quelque chose, les amis, c'est que on a oublié de vous mentionner quelque chose qui est très, très important. Canada Soccer a nommé son joueur de la décennie
Et je pense que très logiquement, c'est Christine Sinclair qui a remporté les honneurs. Pour les gens qui sont pas au courant, c'est qui Christine Sinclair, c'est pas normal, sortez de votre trou. Parce que Christine Sinclair, c'est une légende du soccer au Canada. Elle a gagné 7 durant la dernière décennie, 7 fois le prix de joueur canadienne de l'année féminine. Elle a amené l'équipe nationale canadienne à 2 médailles de bronze aux Jeux olympiques. Elle a remporté un tournoi de la CONCACAF avec le Canada. Bref, et elle est très proche de devenir la meilleure buteuse de tous les temps de l'histoire du soccer féminin. Donc bref, une icône qui est maintenant un peu âgée, mais c'est amplement mérité. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, Daniel. Moi, je me rappellerai toujours d'elle quand elle a commencé. Là. Je crois que c'était la Coupe du Monde du 17, quand il y avait eu le match à Edmonton là, et tout. Ouais. Donc, je veux dire, elle nous a marqué. Et je pense que c'est amplement mérité. Là, parce que, à ma connaissance, c'est pas un joueur masculin qui s'est autant démarqué qu'elle à l'international. Parfait, donc voilà, ce sera tout pour nous aujourd'hui à cet épisode de SAS à l'érable. Vous allez nous réécouter au début de l'année prochaine, donc en 2020. On va skipper juste une seule semaine, mais on sera de retour avec vous juste après. Merci encore, Daniel, d'être toujours là avec moi. Merci de me supporter. Et puis à la semaine prochaine, dans 2 semaines, alors, pour le prochain épisode de SAS à l'érable.